Tout en galopant, Henri réfléchit. Peu à peu, l'idée que le royaume pourrait bien un jour lui appartenir s'insinue dans son esprit. Monsieur a une mauvaise santé, le roi souvent ne va guère, et la reine Louise, jusqu'alors, n'a pas encore mis au monde un dauphin. Aussi, au cours de cette même année 1576, Navarre s'exclame-t-il. J'ai plus grand intérêt à la conservation et au rétablissement de ce royaume que personne en ce monde. En effet, le royaume des Valois, après la saignée des guerres civiles, a bien besoin de se rétablir. Et le roi de Navarre peut le constater à chaque étape de sa randonnée. Non seulement la famine est à l'état endémique, mais le clergé n'est que simonie, paillardise, ignorance. L'orgueilleuse noblesse qui piaffe n'a en tête qu'ambition et rapine. Enfin la justice n'est que corruption et convoitise. Quant aux pauvres villageois, maigres, déchirés, langoureux, ils sont pillés, meurtris en toutes les façons par le soldat insolent et cruel. Un témoin résume la situation en affirmant que le royaume n'est qu'un magasin du vice et a le goût de toute turpitude. Brochant le tout, le drame des deux religions. Ce sont bien des temps calamiteux, selon l'expression d'Agrippa Dominier. Lorsque le roi de Navarre arrive à Agen, siège de son gouvernement, il constate à quel point la ville a souffert de la guerre. Un chroniqueur de l'époque en dresse ce tableau. Il s'est trouvé en ce pays, qui n'est que de l'étendue de 14 lieues de long et 8 de large, plus de 4000 maisons brûlées, une grande partie du dit pays qui auparavant était fertile, rendu sans culture, le tout à faute du bétail de labourage qui a été tout pillé, et à faute d'hommes de labeur aussi qui ont été oxys et massacrés. De leur côté, les protestants démolissent toutes les églises devant lesquelles ils passent. Et après avoir fait les plus grandes ruines que la journée leur en pouvait permettre, ils mettent en feu tout le village. Ce ne sont que pilleries et massacres de part et d'autre. Cette haine acharnée, jusqu'alors irréductible, Navarre voudrait la dompter. Il a le plus grand désir de rétablir la paix religieuse, de trouver le terrain d'entente qui ferait taire les fanatiques des deux camps. Henri signe des ordonnances. Les habitants sont invités à vivre et à se comporter noblement les uns avec les autres, ni se quereller, injurier, provoquer, troubler, ni empêcher respectivement leur religion, jouissant de leurs biens sans rien entreprendre les uns contre les autres. Quant à lui, il déclare, philosophe, « Ceux qui suivent tout droit leur conscience sont de ma religion, et moi, je suis de celle de tous ceux-là qui sont braves et bons. » Il s'adresse ensuite aux paysans, que l'on appelle des bérets, car ils portent déjà cette coiffure typique de la région, et ordonne « Tous les manants et habitants des villes et pays de Guyenne reçoivent commandement de vivre aimablement les uns avec les autres. » Afin de protéger les agents du trésor, il est défendu de menacer et de maltraiter les collecteurs de tailles, taillons, impôts et autres deniers royaux. Il faut aussi mettre de l'ordre dans l'armée. Les soldats y seront régulièrement enrôlés. Quiconque lèvera compagnie, sans commission du chef, sera dévalué et sévèrement puni. Le pillage est interdit. Il est enjoint de ne prendre, tant pour les hommes que pour les chevaux, qu'en payant, selon le taux qui en a été fait par le maître d'hôtel, sous peine de prison. Quant à ceux qui violenteront femmes ou filles, ils seront pendus. Avec ces ordonnances, Henri commence sa vie de souverain. Il vient d'avoir 24 ans. Outre la fermeté, l'intelligence, la tolérance, il possédait, nous l'avons vu, la duplicité d'un prince et la ruse d'un paysan madré. Ces qualités font déjà pressentir l'homme de gouvernement, mais en lui, il y a aussi un autre homme, l'homme du franc-parler et du contact humain. Il lui arrive d'entrer à l'improviste chez ses amis, afin de tâter leur vin en passant, disait-il. Il envoie aussi des billets, entre autres celui qu'il adresse à Manot de Batz, quand il faut repartir en guerre. « Mon faucheur, mets tes ailes à ta meilleure bête, j'ai dit à Montespan de crever la sienne. Pourquoi ? Tu le sauras de moi à Nérac. Hâte, cours, viens, vole, c'est l'ordre de ton maître, la prière de ton ami. » Comment résisterait-on à un appel aux armes si affectueux ? Henri recherche volontiers ceux qui lui tiennent tête. L'esprit de répartie l'enchante, ayant lui-même la réplique facile. Dans un village, il avisera un paysan dont le sourire et les yeux pétillent de malice. « Assieds-toi en face de moi, lui dit Henri, et dînons ensemble. Comment t'appelles-tu ? » ?»« Sire, je m'appelle Gaillard, répond le paysan en prenant place vis-à-vis du roi. Le roi éclata de rire. « Gaillard, le beau nom que voilà. Et peux-tu me dire, mon ami, la différence entre Gaillard et Paillard ?»« Sire, répondra le bonhomme, il n'y a que la table entre eux. »« Ventre saint-gris, j'en tiens. Je ne croyais pas trouver si grand esprit dans un village si petit.
Les exemples de sa vivacité d'esprit sont nombreux. Un soldat lui lance, alors qu'il passe devant lui, « Sire, 2 mots, argent ou congé ?» Soldat, 4 mots, lui répond notre Béarnais, ni l'un ni l'autre. Un jour, son jardinier de Nérac se plaint. « Sire, il ne pousse rien ici. »« Sème donc des Gascons, lui réplique le roi en riant, il en poussera partout. » Autre anecdote connue, mais on me reprocherait de ne pas l'avoir rapportée, à Capchicot, Navarre partage le dîner d'un charbonnier, Étienne de Saint-Vincent. Celui-ci ne l'a pas reconnu, et après le chabichou, le fromage de chèvre, et le traditionnel pain noir, Saint-Vincent sert la hure d'un sanglier qu'il a braconné dans quelque forêt royale. « Surtout n'en dites rien à Long-Nez, recommande-t-il. Henri, le Long-Nez, promet, bien sûr. Au matin, le charbonnier demande à partir avec son invité jusqu'au château de Durance, où d'après lui se trouve le roi de Navarre. « Je veux faire sa connaissance, mais comment le reconnaîtrai-je ?»« Tu le reconnaîtras, explique Henri, c'est le seul qui porte son chapeau sur la tête. » Le roi prend le charbonnier en croupe. En arrivant au château et en voyant les courtisans, chapeau bas, qui s'avancent à la rencontre d'Henri, le charbonnier s'exclame. « Il n'y a que nous deux qui ont le chapeau sur la tête. C'est moi ou toi qui es le roi ?» Henri se met à rire et transformera plus tard la maison du charbonnier de Capchicot en manoir exempté du paiement de l'impôt. Combien de fois, au cours de ses randonnées, en Guyenne et en Gascogne, passe-t-il la nuit dans quelques logis de rencontre? Bien traité, bien nourri, il a toujours récompensé le lendemain matin ses hôtes. Henri a le geste large. Ses chevaux ayant piétiné une récolte, il indemnise le soir même le propriétaire du champ. En 1578, il remboursera à un paysan de Tartas le prix d'une vache que ses chiens avaient étranglée.